Ok. Donc aujourd'hui, on va parler de la tragique résistance des femmes de Nder, tirée toujours de Reine d'Afrique et héroïne de la diaspora noire. Je vous ai déjà mis les liens plusieurs fois pour acheter. Je précise que je n'ai pas de partenariat particulier avec l'autrice ou la librairie, mais le livre est vraiment intéressant, il est riche. Et je trouve que c'est une bonne façon aussi d'apprendre l'histoire. L'histoire de l'Afrique est riche de hauts faits et d'actes d'héroïsme. Mais pour les Sénégalais, Talata Nder, qui se traduit par le mardi de Nder, est resté dans les mémoires comme un épisode particulièrement tragique de leur passé. Ce fameux mardi, en effet, les femmes de Nder, capitale du petit royaume du Waalo, attaquées par des esclavagistes, se sacrifièrent collectivement pour ne pas tomber entre les mains de leurs assaillants. Les faits se sont déroulés vers le mois de novembre 1819 sous le règne du Mbrak souverain Amar Mbodj. À cette époque, le Waalo constituait une province prospère située à l'embouchure du fleuve Sénégal. Les conditions naturelles favorables de cette vallée alluvionnaire faisaient de ce bourg un centre particulièrement actif. Ses habitants, de paisibles cultivateurs, vivaient du commerce avec les caravaniers maures et avec les gens de Saint-Louis, première capitale coloniale du Sénégal, où ils écoulaient leurs denrées agricoles. Le fleuve séparait le Waalo de la Mauritanie, où était établie dans sa partie ouest la tribu des Maures Trasas. D'eux, on ne savait jamais à l'avance s'ils débarqueraient en clients pour échanger des marchandises du commerce caravanier, en alliés pour prêter main forte au Waalo contre une agression extérieure, ou en ennemis pour se constituer un butin en esclaves pour les autochtones, sur les autochtones. Mais il est vrai qu'il venait fréquemment semer la désolation dans la contrée. Toujours est-il que depuis l'installation des troupes françaises à Saint-Louis, les Maures ne cessaient d'accentuer leur pression contre le Waalo qu'ils auraient bien voulu faire passer sous leur contrôle, afin d'empêcher la région de tomber sous domination étrangère. Cette année-là, une longue période d'accalmie avait succédé aux violents affrontements dont les guerriers morts et leurs alliés tout couleurs étaient une fois de plus sortis vainqueurs. On était au début de la saison sèche et Nder vivait un peu au ralenti. Le Mbrak s'était rendu à Saint-Louis pour se faire soigner d'une mauvaise blessure reçue au cours du siège de Ntagar contre les Maures, justement. Comme à l'accoutumée, les dignitaires du royaume étaient du voyage et une bonne partie de la cavalerie les accompagnait. Ce mardi s'annonçait comme un jour ordinaire. Dès avant le lever du soleil, les hommes avaient rejoint les champs, la daba, la eau traditionnelle, sur l'épaule. D'autres s'étaient rendus à la chasse, tandis qu'un troisième groupe avait pris la direction du fleuve où les attendaient leurs barques de pêcheurs. Une centaine de tiédos, les soldats, restés en garnison, achiquaient nonchalamment de grands fusils de traite qu'ils brandissaient fièrement. Le village aux cases rondes était livré aux femmes, aux enfants et aux vieillards. Il y régnait la même animation que d'habitude. Les coups de pilon en une ronde saccadée redoublaient d'ardeur à moudre le mil. Les femmes, vaquant à leur occupation, s'interpellaient à l'intérieur des concessions. D'autres s'affairaient alentour des greniers où étaient entreposées les dernières récoltes. Quelques-unes, enfin, bavardaient gaiement sur la place du village, tandis que les jeunes enfants se poursuivaient bruyamment
autour de l'arbre à palabres où le soir venu, les anciens avaient coutume de deviser tranquillement. Soudain, un cri d'effroi troubla la quiétude du lieu. En un instant, les rires se figèrent, les pylônes tombèrent, les concessions se vidèrent. Tous les regards convergèrent vers la femme qui venait de franchir en trombe l'entrée du tata, ce mur d'enceinte en branchage et terre glaise censé protéger les villages en cas d'offensive extérieure. La main agrippée à une calebasse ruisselante d'eau, bien que vidée de son contenu, la femme haletait terrorisée. « Les morts! Les morts sont là! Ils arrivent! J'étais au bord du lac de guerre et je les ai vus à travers les roseaux. Une armée de morts! Ils ont avec eux une troupe de toutes couleurs conduite par leur chef Amar Ould Mokhtar. Ils s'apprêtent à traverser le fleuve et viennent vers notre village. » Toutes les femmes crièrent en même temps. Certaines, de désespoir, levèrent les bras au ciel. D'autres se serraient les tempes des paumes de la main. Elles savaient quel sort les attendait. Les morts avaient repris leur razzia dans le Wallo pour s'approvisionner en captifs. Un grand nombre d'hommes, de femmes et d'enfants seraient arrachés à leurs familles pour être vendus comme esclaves aux riches familles d'Afrique du Nord. Cela avait toujours été ainsi et Nder avait perdu bien des fils et des filles. Pendant ce temps, à quelques kilomètres de là, postés sur l'autre rive du fleuve, les cavaliers enturbanés venus du désert s'apprêtaient à lancer leurs chevaux à l'assaut du village. Les femmes décidèrent aussitôt d'organiser la résistance avec les quelques soldats demeurés sur place. À la hâte, elles commencèrent par expédier les enfants dans les champs avoisinants sous la conduite de leurs aînés. Puis, elles se précipitèrent dans leurs cases pour en ressortir vêtues de boubous et de pantalons bouffants, qui d'un époux, qui d'un père, qui d'un frère, les cheveux dissimulés sous des bonnets d'hommes. Elles s'étaient munies de tout ce qui pouvait servir à leur défense, coupe-coupe, lance, gourdin, et même de vrais fusils qu'elles s'apprêtaient à manier pour la première fois. Amazones d'un jour, ces femmes se battirent avec l'énergie du désespoir. Servantes, paysannes, aristocrates, jeunes, vieilles, elles s'engagèrent, animées de leur seul courage, dans une terrible confrontation avec l'ennemi. Dans leur chant de célébration à la mémoire de ces femmes d'exception, les griots, illustrateurs des pages de l'histoire africaine, assurent que ce jour-là, elles tuèrent plus de 300 morts. Le combat était cependant inégal. Les Tchédos furent rapidement exterminés. Des rigoles de sang bouillonnant s'épandaient en une boue rougeâtre sur le sol de terre battue. Ça et là gisaient pêle-mêle des cadavres et des blessés agonisants. Face à la farouche détermination des survivants qui, bien que désarmés, étaient supérieurs en nombre à la colonne ennemie, le chef Amar Ould Mokhtar donna à ses troupes l'ordre de dispersion. Les cavaliers du désert rangèrent leurs sabres et filets, prirent leurs blessés en croupe et retraversèrent le lac. D'abord vexés d'avoir été tenus en échec par de simples femmes, le chef mort avait en effet compris que ces dernières, à bout de force, ne résisteraient pas bien plus longtemps malgré leur bravoure. Ne voulant pas prendre le risque d'abîmer la marchandise, ils comptèrent revenir un peu plus tard afin de les prendre vivantes pour en tirer un meilleur prix sur le marché des esclaves. Les femmes du Wallo se sentirent perdues. Jamais elles ne pourraient résister à une seconde attaque.
Les hommes avaient tous péri et le messager, qui s'était précipité à la recherche de secours dès l'annonce de l'approche ennemie, arriverait sûrement trop tard. Tout espoir était vain. C'est alors qu'une voix s'éleva au-dessus des clameurs, des lamentations et des hurlements de douleur. C'était Mbaka Dia, la confidente de la Lenguer, la reine Fatim Yamar Mbodj. Elle seule savait se faire obéir des courtisanes énergiques et autoritaires qui entouraient la reine. Prenant appui contre l'arbre à palabres, parce qu'elle-même avait été blessée, elle se mit à haranguer ses compagnes. Femmes de Nder, dignes filles du Wallo, redressez-vous, renouez vos pagnes et attachez vos foulards. Préparons-nous à mourir, femmes de Nder. Faudra-t-il que nous courbions toujours l'échine devant les envahisseurs? Nos hommes sont loin, ils n'entendent pas nos cris. Nos enfants sont en sûreté dans les champs, cachés sous les hautes tiges de mil. Allah le Tout-Puissant saura les préserver. Mais nous, pauvres femmes, que pouvons-nous contre ces ennemis sans pitié qui ne tarderont pas à reprendre l'attaque? Où pourrions-nous cacher sans qu'ils ne nous découvrent? Nous serons capturés comme le furent nos mères et nos grands-mères qui nous ont été arrachés avant de nous avoir vus grandir. Nous serons entraînés de l'autre côté du fleuve et vendus comme esclaves. Est-ce là un sort digne de nous? Les pleurs s'arrêtèrent, les plaintes se firent sourdes. Répondez! Mais répondez donc au lieu de rester là prostrée et gémissante. Qu'avez-vous dans les veines? Du sang ou l'eau du marigot? Et que dira-t-on plus tard à nos petits-enfants et à leur descendance? Préférez-vous qu'on leur dise « Vos grands-mères ont quitté le village comme captives » ou bien « Vos aïeuls ont été braves jusqu'à la mort ». La mort. À ce mot fusa une sourde exclamation. La mort? Que dis-tu, Mbaka Dia? Oui, mes sœurs, nous devons mourir en femmes libres et non vivre en esclaves. Que celles qui sont de mon avis me suivent dans la grande case du Mbrak où se tient le conseil des sages. Nous y entrerons toutes et nous y mettrons le feu. C'est la fumée de nos centres qui accueillera nos ennemis. Debout, mes sœurs, puisqu'il n'y a d'autre issue que la mort, mourons en dignes femmes du Wallo. Le soleil était maintenant haut dans le ciel. Un silence angoissant s'abattit sur le village. Muettes de désespoir, les femmes s'avancèrent lentement vers la salle du conseil des notables. Une vaste case construite de paille et de branchages qui s'élevait imposante au milieu du village. Pas une n'avait osé s'opposer à Mbaka Dia, de craindre que l'écho de sa couadise ne rejaillisse sur sa descendance. Une dernière fois, elles contemplèrent le décor familier de leur quotidien, laissèrent traîner leurs regards embués de larmes sur les volailles affolées, les greniers pillés, les pilons abandonnés sur le sol, les marmites renversées, les cases éventrées et tous ces cadavres de proches qui ne tarderaient pas à gonfler sous l'effet de la chaleur. Un spectacle de désolation. Alors, elles s'entassèrent dans la case principale. Quelques jeunes mères qui n'avaient pas voulu se séparer de leur nouveau-né les serraient contre leurs seins, à les étouffer. La dernière à pénétrer dans la pièce était enceinte et près de son terme. Mbaka Dia ferma la porte. D'un geste précis, elle enflamma une torche et sans même un tremblement, la lança contre l'une des façades de branchage. Aussitôt jaillit un immense brasier. À l'intérieur de la case, les femmes enlacées,
serrées les unes contre les autres, entonnèrent pour se donner un dernier sursaut de courage, des berceuses et de vieux refrains qui, depuis leur enfance, avaient toujours rythmé leur activité. Les chants commencèrent à se refréner, aussitôt remplacés par de violentes quintes de toux. C'est alors que la future mère, affaiblie par son état, ne put résister à l'instinct de survie qui la poussa vers la porte, qu'elle heurta violemment d'un coup de pied. Happant une grande goulée d'air, elle se précipita en sanglotant au dehors où, suffoquant sous la fumée, elle s'effondra sur le sol sans connaissance. Celles qui vivaient encore ne bougèrent pas. Quelques-unes eurent le temps de murmurer. Qu'on la laisse, elle témoignera de notre histoire et le dira à nos enfants qui le raconteront à leurs fils pour la postérité. Celles qui n'avaient pas encore été asphyxiées continuaient à chercher dans leurs chants de suppliques le courage de rester dans ce cercueil incandescent. Peu à peu, les voix faiblirent, puis s'éteignirent. Tout à coup, un bruit sec, un effroyable craquement domina le crépitement des flammes. C'était la charpente du toit qui s'affaissait sur les corps en train de se consumer. Puis, ce fut à nouveau le silence. Un silence terrible et oppressant qui accueillit les hommes effondrés, bouleversés, lorsqu'ils arrivaient trop tard au secours du village. Toutes les femmes de Nder avaient péri, sauf une. Les anciens affirmèrent qu'à ce moment-là, de gros nuages noirs voilèrent le ciel et tout devint obscur, comme pour cacher la douleur de ses pères, de ses fils, de ses époux, anéantis par un désespoir que ni leurs cris, ni leurs larmes, ni même le temps ne saurait apaiser. À partir de ce jour et pendant très longtemps, s'instaura dans le village de Nder un rite connu sous le nom de Talata Nder pour honorer la mémoire de ces héroïnes. Il avait lieu chaque année, un mardi du mois de novembre. Ce jour-là, aucune activité ne venait troubler le silence du village. Les hommes n'allaient ni au champ, ni à la pêche, ni à la chasse. Les femmes ne lavaient, ni ne pilaient, ni ne cuisinaient. Et pendant de longues heures, hommes et femmes, jeunes et vieux, restaient enfermés à l'intérieur de leur habitation. Pendant cette journée du souvenir, ils priaient et rendaient hommage à l'héroïque sacrifice des femmes de Nder. Mais aujourd'hui, me dit-on, ce petit village Wallo, symbole de résistance, est livré à l'abandon et à l'effacement de la nature comme de la mémoire. Aucune commémoration ne vient plus rappeler la page d'histoire qui s'y est écrite. Nos dignes ancêtres Nder ne mériteraient-elles pas mieux que l'indifférence et l'amnésie manifestées envers leurs belles leçons d'héroïsme de la part de ces générations qu'elles ont elles-mêmes enfantées? Fin de l'histoire. Voilà. Donc, c'est ça la famille, c'est ce que je tenais à partager avec vous. L'histoire était assez touchante et puis je voulais la lire en direct comme ça. Je ne sais pas si ça change quelque chose quand on voit le visage et tout, mais voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. J'avoue qu'elle m'a vraiment touché. Je ne connaissais pas l'histoire avant de la découvrir dans le livre. Et puis, l'héroïsme des femmes en Afrique est quand même quelque chose d'admirable. Et surtout, au-delà de l'héroïsme, le fait de décider de mourir
au lieu de préférer mourir, se sacrifier, que de vivre en esclave. Ça, c'est quelque chose de... je sais pas. La liberté. Vous savez, cette liberté était chère aux gens. Cette indépendance était chère à des peuples. Et aussi, j'aime découvrir les histoires comme ça parce que, vous savez, il y a beaucoup de gens qui parlent de l'histoire de l'Afrique. Et je ne dis pas que les morts n'ont pas civilisé l'Europe, mais il faut beaucoup prendre les histoires de façon objective. Parce que oui, les morts sont allés en Europe, c'était des Noirs. Beaucoup de gens en parlent aujourd'hui. Oui, les Noirs ont civilisé l'Europe, c'est bien. C'était des morts. Mais en Afrique, les morts de toutes couleurs étaient quand même parmi les gens qui allaient faire des razzias dans les peuples pour la vente des esclaves. Et ça me ramène au fameux débat sur les Africains ont vendu leurs frères. Non, c'était pas vendre leurs frères, c'était qu'il y avait vraiment des peuples qui étaient dans ça, qui faisaient vraiment, genre, ils arrivent, ils prennent des gens en captivité, ils vont les revendre en Europe. Et ces mêmes morts-là, qu'ils arrivent en Europe, ils ne se comportaient plus comme ça. Là-bas, ils partageaient le savoir, la connaissance. Je crois qu'il y a beaucoup de complexes. Mais, ceci étant dit, c'est triste aussi que, je ne sais pas si ça a changé depuis qu'elle a publié le livre, c'est triste qu'il n'y ait pas de mémorial, de journée commémorative où ça s'est passé au Sénégal. Parce que des femmes enceintes, des mères, des linguères qui décident de s'immoler parce qu'elles ne veulent pas aller en captivité. Et vous voyez les paroles, l'autorité. Qu'est-ce qu'on va dire à notre descendance? Est-ce qu'on va leur dire qu'on a vécu comme des lâches? Ou qu'est-ce qu'ils vont retenir? En fait, c'est le même genre de questions qu'on devrait se poser aujourd'hui. Nous qui voulons que l'Afrique émerge, qu'elle soit fière de son histoire, de sa culture. Qu'est-ce qu'on va dire à ma descendance? Qu'est-ce que j'ai fait en fait? Donc voilà. Merci d'avoir écouté l'histoire et merci à ceux qui vont écouter en replay. Je sais qu'il est tard dans certains endroits, mais je tenais à le faire aujourd'hui. Et voilà quoi. Oui, l'histoire est triste, mais il faut la connaître parce qu'il faut tirer les leçons de l'histoire. Et elle est triste, mais elle inspire. Moi, j'aimerais vraiment que les femmes, les jeunes femmes africaines de partout dans le monde connaissent ce genre d'histoire, voient le courage et la force de celles qui les ont précédées, la détermination. Et ça prouve encore que en Afrique, la place de la femme n'a jamais été un débat comme ailleurs dans le monde. Genre, il faut faire des mouvements, non. Ok. Donc, sur ce, je vous dis merci. À la prochaine. Bonne soirée tout le monde. J'espère que vous avez aimé. Et je vous dis mbolo. Ambolo,